On peut dire que ce week-end de course aura été quand même bien mouvementé. Entre les conditions climatiques, les résultats en course et les consignes d'équipe, parce qu'on va en parler, on a eu de quoi faire. Parce qu'en fait, les championnats n'auront jamais été aussi serrés cette saison. Faut dire qu'en MotoGP, il n'y a que 2 points d'écart, en Moto2, c'est quasi la parfaite égalité, et en Moto3, on commence à assister à une remontada. Il y a du spectacle sur cette fin de saison. Mais avant de parler des futures courses, on va bien entendu, comme d'habitude, faire un petit récap sur ce Grand Prix de Buriram. Bon, en tant que fan de moto, comme chaque année, normalement, on fait notre petit pronostic à savoir qui va être champion, etc. On a toujours une petite idée, mais parmi les pilotes en Moto3, on devait quand même forcément mettre Denis Foggia. Vice-champion du monde Moto3 en 2021 avec 5 victoires et 10 podiums, on s'attendait à ce qu'il soit le numéro 1 cette saison. Pourtant, pour le moment, il est tombé sur bien plus régulier et bien plus fort que lui. On peut citer Sergio Garcia bien sûr, mais aussi et surtout Izan Guevara, son coéquipier, qui est vraiment l'homme fort de cette saison 2022. Alors avec tout ça, Foggia s'est un petit peu écroulé petit à petit dans le championnat, échouant au-delà de la 2e place. Jusqu'à ce que devant, ça commence un petit peu à faire quelques erreurs. Désormais de retour dans les bons points, l'Italien peut de nouveau croire à un titre de champion du monde pour la fin d'année, même s'il reste pas mal de travail. Tout ça commence par la course de Buriram qui aura étonnamment mis les 2 pilotes gaz-gaz en grande difficulté tout le long du week-end. En partant de la pole position, Foggia avait une belle carte à jouer pendant que Guevara et Garcia s'élançaient eux respectivement à la 11e et 20e place, de quoi laisser le pilote léopard un peu tranquille devant. Et pire encore, Sergio Garcia se fera malheureusement emmener à la faute dès le début de la course par Adrian Fernandez qui fera un énorme high side, Garcia ne pouvant éviter sa moto. Du coup, le seul adversaire encore en lice dans cette course pour Foggia, c'est Izan Guevara, mais lui il était aussi en difficulté un peu plus loin dans les groupes derrière. Car oui, l'Italien devant mener la course de A à Z, avec même un petit groupe qui le suivra pour se détacher totalement du reste de la course. Groupe composé principalement de Sasaki, Munoz, Rossi, Morera et Masia. Mais petit à petit, face à l'impressionnant rythme de Denis Foggia, le groupe commencera à se réduire. Les pilotes n'arriveront plus à suivre le rythme tout simplement. À tel point que dans les dernières boucles, Foggia était seul au monde à plus d'1,5 seconde de ses poursuivants. Seuls Ricardo Rossi et Ayumu Sasaki se battaient pour les places d'honneur derrière. Ajoutez à ça qu'il met près de 10 secondes au groupe suivant, le groupe pour la 4e place, avec dedans Izan Guevara. On retrouvait donc le pilote gaz-gaz qui tentera bien de limiter la casse en terminant 5e. Une course qui encore une fois se montre très différente de ce qu'on a l'habitude de voir en Moto3, avec des pilotes qui s'échappent, des petits paquets à droite à gauche et puis un rassemblement de 15 pilotes. Ça y est, on semble être entré dans une nouvelle ère de la catégorie Moto3. C'est donc 25 points très précieux qu'inscrit pour la 10e fois de sa carrière et la 4e fois de la saison l'Italien Denis Foggia, devant le Japonais Ayumu Sasaki qui confirme sa très grande forme sur cette 2e partie de la saison, et Ricardo Rossi de retour sur le podium après plus d'1 an sans être monté sur celui-ci. Le dernier date du Grand Prix de France en 2021. Le championnat se resserre désormais et on observe une remontée de Foggia qui est désormais 2e devant Garcia pour 7 points et à 49 points de Guevara. Tout n'est pas fini, espérons que pour Izan, cette petite contre-performance ne soit que passagère. La Thaïlande, c'est un pays incroyable, c'est vraiment magnifique. Mais il y a aussi un climat un peu particulier. Un climat qu'on appelle tropical et qui offre une saison sèche de décembre à avril et une saison des pluies, la mousson, de mai à novembre. Et là, en ce moment, on est dans la saison des pluies. Et c'est pas des petites pluies où on va se dire oh bon ça va, on va être un petit peu mouillé mais c'est largement praticable, il y a à peine besoin de mettre des pneus pluie. Non non. Comme dirait Laurent Rigal, c'était des hallebardes qui tombaient sur le circuit. Et c'est ce qu'a hérité la Moto2 pour la course. Bon, bien sûr, on peut rouler sous la pluie. Les motos et les pilotes ont ce qu'il faut comme équipement pour ça. Le souci vient plutôt des pluies extrêmes. En fait, les très fortes pluies comme on a eu ce dimanche offrent 2 grands problèmes majeurs. Premièrement, la visibilité. Deuxièmement, l'aquaplaning. Et oui, puisque des pluies comme ça forment d'immenses flaques au sol qui créent de l'aquaplaning, phénomène pas vraiment rassurant quand on est en moto, qui se produit lorsque l'eau s'engouffre entre le pneu et la route, rendant le contact entre les deux impossible. Quand c'est comme ça, c'est bien dangereux parce que ça glisse très facilement. La pluie, on n'en avait pas jusqu'au début de la course Moto2 et elle commençait un petit peu à arriver. Et ça inquiétait pas trop les pilotes à tel point que certains ont même dit bah, on va essayer de partir en slick. Mais dès le départ, celle-ci s'est très vite intensifiée et tout a commencé à être difficile. La course s'est lancée alors avec le héros local Somkhat Chantra qui partait très fort avant de se faire très vite piéger par ces conditions. Derrière, c'est au tour de l'américain Cameron Bobier de se faire aussi avoir alors qu'il avait fait un départ absolument
absolument incroyable et s'était placé à la 3e position. Ce sera finalement le pilote Bosco Scuro, Alonso Lopez, qui récupérera la place de leader. Bon, tout ça, ça ne durera qu'un temps puisque derrière, il y a Aaron Canet qui lui était très à l'aise sous la pluie et lui, il n'a jamais gagné en Moto 2. Il dépassera très vite Lopez pour prendre la première place. Un petit groupe se forme alors avec Philippe Salache, Jake Dixon et Tony Arbolino qui reviendront très vite sur le leader de la course. Certains essaieront de profiter des erreurs des autres et on va dire que la première place s'échange tour après tour. Mais la pluie continuait de s'abattre et les conditions devenaient plus que délicates, elles devenaient tout simplement dangereuses. C'est à ce moment-là que Tony Arbolino menait la course devant Philippe Salache et Aaron Canet, jusqu'à ce que la direction de course n'interrompe celle-ci, en accord aussi avec les pilotes qui commençaient à montrer quelques signes d'inquiétude en levant le bras pour signaler le danger. Bon, le Grand Prix aurait dû reprendre puisqu'on n'avait pas bouclé les 2 tiers initiales de la course, donc quand c'est comme ça, il y a un nouveau départ. Le problème, c'est que pour ça, il fallait que la pluie se calme, et le temps passe, les minutes passent, les heures presque passent, et au bout d'un moment, la direction de course prend une décision difficile, mais justifiée, celle d'interrompre et d'annuler l'épreuve et de ne distribuer que la moitié des points. Ainsi, Tony Arbolino est déclaré vainqueur et inscrit son 2e succès en Moto 2 devant Philippe Salache qui monte sur son premier podium dans la catégorie et Aaron Canet qui s'offre une belle 3e place. Ai Ogura termine 6e juste devant Augusto Fernandez et je note personnellement la belle 11e place de Sean Dylan Kelly qui inscrit ses premiers véritables points en course. Côté championnat, Ogura et Fernandez auraient pu être quasiment, si ce n'est à égalité, mais la division des points par 2 a offert un faible répit à l'Espagnol, 238,5 points pour lui et 237 pour le Japonais. C'est avec plus d'1 heure de retard que la course MotoGP a finalement pu débuter. Forcément, la pluie là-bas, elle met un petit peu de temps à se calmer, hein. Et on aura enfin eu notre plat de résistance pour ce dimanche. On sait que dans des conditions difficiles comme celle-ci, il y a des pilotes qui vont se montrer devant comme Jack Miller, Johan Zarco ou encore Miguel Oliveira. Et ça n'aura pas manqué encore une fois ici. Pourtant, c'était un tout autre pilote qui s'est lancé de la pole position. Un certain Marco Bezzecchi, rookie cette année, qui aura eu bien des difficultés sur cette course, en terminant même en dehors des points. Ce sont donc les 2 pilotes officiels Ducati, Jack Miller et Francesco Bagnaia qui prendront les commandes de la course. Côté français, départ délicat pour Fabio qui se fera une sacrée frayeur dans les premiers virages et Johan Zarco qui se retrouvait bloqué derrière quelques pilotes. Pendant ce temps d'ailleurs, Aleix Espargaro lui écopait d'un long lap pour avoir percuté Brad Binder, mais sans le faire tomber. Devant elle, la course continuait et au bout d'un moment, on commence à voir une moto orange se faire un petit chemin et arriver vers les premières positions. Alors non, ce n'est pas Marc Marquez, même si le pilote Honda Repsol lutta encore une fois pour une belle 4e place, mais plutôt une KTM Red Bull, celle de Miguel Oliveira, qui était en train de faire une course absolument fantastique. La piste commençait, elle, à sécher et les conditions devenaient un petit peu moins délicates, et ça, il aime beaucoup Miguel Oliveira. Ça lui rappelle notamment sa course du début d'année en Indonésie dans des conditions similaires, qu'il avait d'ailleurs remporté. Après avoir passé Bagnaia, il s'attaquait donc à Jack Miller pour prendre la tête de l'épreuve et ne plus jamais la lâcher. Un autre pilote imitait alors Miguel Oliveira dans sa folle remontée, mais cette fois-ci, un Français. Forcément, dans ces conditions-là, on sait qu'il y en a un Français qui adore et qui est extrêmement fort, Johan Zarco. Le pilote Pramac commençait sa remontée en explosant au passage les chronos des autres, en roulant plus d'1 seconde plus vite et dépassera pilote après pilote jusqu'à se retrouver derrière Francesco Bagnaia pour le gain de la 3e place. Seulement, c'est là que les problèmes commencent pour Johan Zarco. Bagnaia joue le titre et il joue très gros sur cette épreuve puisque Quartararo est en dehors des points. Si Johan Zarco passe, il priverait donc Bagnaia de 3 points très importants pour le championnat. L'esprit Ducati passera avant l'envie de podium de Johan et il laissera donc Bagnaia profiter de cette 3e place. Quant à lui, il restera sagement à la 4e position. Ainsi se termine ce dimanche à Buriram sous un ciel gris et un podium coloré par le orange KTM de la combinaison de Miguel Oliveira qui s'offre une nouvelle victoire en MotoGP devant le duo Ducati Jack Miller et Francesco Bagnaia. Une 4e place pour Johan et une 17e pour Fabio en très grande difficulté sur cette course. Au championnat, c'est désormais plus proche que jamais puisque c'est simplement 2 petits points qui séparent nos 2 hommes. 219 pour Fabio, 217 pour Pecco. Espargaro lui est toujours 3e à 199 points. Rien n'est fini encore pour ces 3-là et nul doute que la fin de saison va être passionnante. Quelque chose qu'on redoute toujours en Grand Prix, c'est qu'un élément externe vienne influencer le championnat, quelque chose qui vient se mettre entre les leaders du championnat qui jouent le titre, comme par exemple
les consignes d'équipe. Et ça malheureusement, ça arrive parfois, et c'est arrivé ce dimanche. Les consignes d'équipe, c'est quelque chose qu'on n'aime pas vraiment voir en Grand Prix en tant que fan de MotoGP. Alors c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est pas interdit par le règlement. Les seules règles qui disent qu'on a le droit ou pas de faire ça, c'est les règles de fair play, et ça, chacun est libre de les appliquer ou non. Lors de la course, Johann Zarco s'est retrouvé derrière Francesco Bagnaia après une folle remontée. Il n'avait plus qu'à doubler Bagnaia et c'était le podium assuré. Mieux encore, on aurait dit qu'une victoire était possible tant le rythme de Johann était exceptionnel. Seulement, il est là le souci, doubler Pecco. On parle pas que c'est difficile de le faire, on parle de le doubler. Doubler le fer de lance de Ducati qui joue le championnat du monde face à Fabio Quartararo. Doubler Bagnaia pour la 3e place, c'est lui prendre 3 points. 3 points qui seront forcément très précieux quand on sait que Fabio n'en marquait aucun sur cette épreuve. Eh bien Johann, il restera derrière et se privera d'un podium. Lors d'une interview après course, il affirma avoir pensé à l'équipe et à la situation de Bagnaia en faisant ça, tout en confirmant que les consignes d'équipe ont bien été mises en place par Ducati, et ce depuis Misano, alors que l'équipe répète qu'il n'y en avait pas. Johann précise quand même que pour la victoire, il n'y a pas de consigne d'équipe, on laisse les pilotes s'exprimer pour gagner la course, mais pour les places d'honneur, on essaye de laisser l'avantage à Pecco. On savait déjà que Ducati avait demandé de faire très attention en doublant Bagnaia, surtout à ne pas faire de manœuvres dangereuses. La réflexion de Johann sous le casque est peut-être aussi passée par là. Doubler Bagnaia dans des conditions aussi délicates, c'est aussi risquer de tomber et de l'emmener. Dans ce cas-là, ça ferait très mal chez Ducati. Vous me direz alors, oui mais c'est la course, c'est comme ça. Et je suis bien d'accord avec vous, c'est la course et c'est comme ça. Ils sont là pour faire la course. Et nous on est là pour voir de la course et pas des stratégies de ce genre. Le fait est que les stratégies font aussi partie du sport moto. On l'a déjà vu, on l'a vu là et on le reverra, c'est certain. Bien sûr ça prend différentes formes. Parfois c'est des stratégies de pneus, de gestion de carburant. Parfois c'est des stratégies d'équipe. Des stratégies qu'on appelle consignes d'équipe. Johann a pris le parti de servir Ducati plutôt que d'aller chercher un nouveau podium et d'inscrire un nouveau chiffre sur son palmarès. Il a pris le parti de suivre ceux qui lui fournissent un package exceptionnel pour aller de l'avant, mener des courses et pourquoi pas gagner un championnat. La Ducati est l'une si ce n'est la meilleure moto du plateau et il est dans une équipe incroyable, Ducati Pramac, équipe satellite oui, mais équipe Ducati quand même. Les consignes d'équipe, c'est pas beau à voir c'est sûr. Johann a aussi fait quelque chose sur lequel on pourrait discuter longuement, le fait de lever la main. Alors quand je dis lever la main, c'est pas physiquement lever la main, non, je dis ralentir en fait, ne pas se donner à fond. Parce que c'est ça qu'on attend de nos héros, c'est ça qu'on attend de nos pilotes MotoGP, se donner à fond. C'est ce pourquoi on les aime tant, on les idolâtre, qui sont les meilleurs au monde sur des motos. Ils vont à plus de 350 km/h du premier au dernier tour. Mais là, Johann a préféré ralentir le rythme et ne pas se donner à fond jusqu'au bout. Parfois, les pilotes prennent un autre choix et prennent un petit peu sur eux. Ici, Johann a été honnête, il l'a dit clairement. J'ai aidé Pecco durant cette course. Et c'est là que le titre de Pecco, s'il venait à le décrocher, pourra être lu sous 2 angles. Il serait champion du monde MotoGP et c'est mérité, car il a été chercher quand même 6 victoires cette année alors que le championnat n'est pas fini. C'est colossal malgré tout. Mais on peut aussi le dire ainsi, il a été champion du monde MotoGP, mais c'est pas totalement mérité. Car il y avait 7 gardes du corps avec lui, car il y avait des consignes d'équipe, car il y avait ses adversaires principaux qui sont Espargaro et Quartararo, avec une Aprilia et une Yamaha, une moto où on en a que 2, et l'autre qui est pas vraiment en forme cette année. Car on fait tester des pneus aux autres pilotes Ducati en plein week-end de course pour faire des retours à Bagnaia, car on fait attention à lui et qu'il est entouré par une armada de pilotes et de gens qui font tout pour le faire gagner. Parce que visiblement, Bagnaia n'aurait pas pu gagner seul cette année. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Mais alors, où est la limite dans tout ça? Et surtout, où est ce sport en équipe où on laisse les pilotes se battre individuellement pour un titre de champion du monde? Mon avis personnel sur tout ça, c'est que je suis pas spécialement déçu de Johann Zarco qu'il ait respecté les consignes d'équipe. À la limite, si vraiment je devais être déçu, je dirais que c'est parce qu'il a levé la main et moi j'aime voir un pilote se donner à fond du début à la fin, qu'importe qui se trouve devant lui. J'aime voir cette fougue, cette rage d'un pilote MotoGP qui cherche à tout prix à gagner. Bien sûr en respectant la sécurité, etc. Donc je suis plutôt déçu qu'il y ait eu des consignes d'équipe en fait. Je suis déçu de voir que du côté de chez Ducati, on se dit Bagnaia visiblement il n'y arrive pas tout seul, donc on va mettre des consignes d'équipe à foison, on va mettre toute l'armada Ducati derrière Bagnaia pour l'aider au titre et bloquer au maximum Quartararo. Parce qu'il est là aussi le problème, Quartararo c'est du 1 contre 8, il est tout seul, il n'y a aucun pilote Yamaha capable de bloquer les Ducati cette année. À part Fabio. Donc je suis déçu qu'on ne laisse pas les pilotes eux-mêmes gérer leur championnat et que le meilleur gagne. Mais rien au règlement n'interdit ça et on va dire entre guillemets que c'est une question de fair play. Si c'est ainsi que les courses MotoGP doivent se passer, qu'elles se passent comme ça. On n'est pas sur la moto, on n'est pas à leur place.
C'est dommage de voir ça, c'est sûr, mais c'est leur décision. Enfin bref, pour terminer avec ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie de voir des consignes d'équipe, c'est pas hyper beau, c'est dommage que ça soit arrivé, mais c'est comme ça. En tout cas, je sais que beaucoup sont énervés. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, je compte sur vous pour faire tout ça dans le respect, sans insulter, essayer d'argumenter, de défendre votre point de vue, même si je pense que votre point de vue, il va pas être très positif. Je vous parlais la semaine dernière qu'il y a un petit nouveau qui allait possiblement faire son arrivée au calendrier, peut-être pour 2024, le Grand Prix d'Inde. Eh bien, on peut dire que la Dorna, ils ont pas chômé puisqu'ils ont officiellement annoncé le Grand Prix d'Inde pour 2023, pour l'année prochaine déjà. Avec ça, on nous annonce donc 2 nouveaux circuits et même le calendrier provisoire 2023 avec quelques surprises quand même. Et oui, puisque c'est pas moins de 21 épreuves qui vont composer ce calendrier au format XXL, ça fait beaucoup, on va détailler ça. Premièrement, plus de Grand Prix au Qatar de nuit en ouverture de la saison et je trouve ça dommage parce que ça apporte quelque chose. Mais le circuit est en plein travaux de rénovation, donc c'est peut-être juste le temps d'une année. À la place, on ouvre la saison par le Grand Prix du Portugal à Portimao avec une date d'ouverture au championnat un peu tardive, le 26 mars. Excite le Grand Prix de Finlande qui aura été annoncé plusieurs années mais on n'en aura jamais vu la couleur. À la place, on a le Grand Prix du Kazakhstan, qui est annoncé certes mais toujours sujet au contrat et à son homologation, comme c'était le cas pour la Finlande, en espérant que ça ne fasse pas le même flop. Premier des 2 nouveaux circuits, le Kazakhstan est le 30e pays à recevoir une course de la catégorie reine des Grands Prix. La suite du calendrier montrera un deuxième petit nouveau, le Grand Prix d'Inde, lui aussi sujet au contrat et à homologation. On avait déjà vu les F1 courir là-bas quelques années, c'est au tour du MotoGP de se rendre dans ce grand pays qu'est l'Inde. On note aussi la disparition calendrier du Grand Prix d'Aragon pour faire la place à ces 2 petits nouveaux, et c'est bien dommage car c'était toujours un rendez-vous bien sympa. L'une des autres nouveautés aussi de ce calendrier, c'est cette longue tournée outre-mer qui commence avec le Grand Prix d'Inde justement le 24 septembre et qui enchaînera avec 6 autres GP, le Japon, l'Indonésie, l'Australie, la Thaïlande, la Malaisie et enfin le Qatar à Losail, mi-novembre, avant de conclure la saison un petit peu tardivement le 26 novembre à Valencia. Il risque de faire un peu froid. Un calendrier au format XXL qui forcément divise un peu tout le monde. Entre ceux qui disent plus de courses, plus de spectacles, et ceux qui disent plus de courses, plus de danger. Parce que oui, un calendrier comme ça va créer beaucoup de problèmes, de fatigue, que ce soit physique ou mentale, de logistique, de coûts, de transport, et aussi tout simplement de repos pour tout le monde, même les mécaniciens. Donc aucun doute que la sécurité va être remise en question avec un planning comme ça, mais on verra en 2023. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il était plus long que d'habitude. J'espère quand même que ça vous aura plu le passage que j'ai mis sur les consignes d'équipe. J'ai essayé de vous donner un petit peu le résumé de la situation, un petit peu mon avis. J'attends le vôtre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et veillez à tous.